Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. On a décidé de se laisser un peu de temps aujourd'hui parce qu'on a un invité de prestige que nous sommes ravis d'accueillir. Ce webinaire a pour thème une seule santé. Quel lien entre santé et biodiversité? C'est dire donc tout un programme qui va nous maintenir donc une trentaine de minutes avec le docteur Pierre Souvet, qui est ici, qui est donc cardiologue et président de l'association Santé Environnement France. Vous allez nous en parler dans un instant. Alors pour rappel, ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc dans le cadre de son plan régional Santé Environnement. Docteur Pierre Souvet, alors un mot sur cette association. Oui, d'abord bonjour à Bonjour. tous et merci au CRES et à l'ARS pour cette invitation parce que c'est un sujet important. L'ACEF, Santé Environnement France, je vous montre juste le titre ici. En fait, c'est une association que de professionnels de santé depuis une quinzaine d'années. On s'était lancé avec l'étude des consommateurs de poissons du Rhône qui étaient contaminés au Oui. PCB, au polychlorobiphényle, qui était très contaminé. Et puis, on est devenu national et on essaie d'informer les populations, de former les professionnels et les acteurs de santé. Parce qu'il faut bien comprendre que les acteurs de santé ont parfois plus d'importance que les professionnels de santé en termes de santé, environnement, de prévention, et les institutions, puisqu'on est au plan national santé-environnement. On va participer au PRSE 4 là, qui se met en place par l'ARS. Et donc, voilà une action tous azimuts. Et surtout, puisqu'on parle One Health, on s'est allié, on a fait l'Alliance Santé-Biodiversité avec les vétérinaires, donc il y a la Fédération des syndicats de vétérinaires, Oui. avec le Comité français de l'Union de conservation de la nature Oui. et d'autres Oui. entités comme France Nature Environnement, Humanité Biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la Société francophone santé environnement. J'arrête, la prochaine, c'est la Société française du droit de l'environnement, parce que nous, notre ambition, c'est de faire entrer une seule santé, One Health, dans toutes les politiques, et donc de faire une loi, une seule santé, ou à minima, puisqu'on nous a dit que l'Assemblée actuellement était trop instable, pour pouvoir passer un projet de loi, nous on pense que c'est consensuel, Oui. au Sur moins ces dans les textes sujets-là, on peut réglementaires, l'espérer. Oui. que dans chaque texte de la vie courante, les SRADET pour ceux qui connaissent, les SCOT, les PLU, lier cette vision globale et large de la santé, une seule santé. Donc c'est donc la vocation de cette association. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour pouvoir donner quelques pistes. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Alors d'abord, c'est comprendre qu'il faut avoir une vision globale. Je vous donnerai des exemples où on fait les choses à moitié et cet aspect d'anticipation, parce que l'homme a un problème, c'est qu'il n'anticipe pas souvent, d'anticipation va faire beaucoup de malheur en moins, beaucoup de prévention pour les hommes et pour notre environnement. Donc avoir une vision globale de la santé qui ne s'arrêtera pas simplement à la lutte contre les zoonoses ou la prévention des zoonoses, il faut bien comprendre. Ça va au-delà. Et le deuxième élément, c'est de comprendre que justement, l'approche, la biodiversité, ça apporte beaucoup, beaucoup plus que du bien-être. C'est déjà bien parce que ça fait partie de la santé, le bien-être. Beaucoup plus, et beaucoup plus que la prévention des zoonoses. Vous allez voir des chiffres absolument ahurissants, notamment sur la réduction de mortalité, quand on est au contact de la nature, Bon, ne en nous bonne dites pas santé, tout, évidemment. on démarre dans une seconde. Alors juste quelques questions pratico-pratiques. À la fin de l'intervention, donc vous aurez un temps d'échange. Vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet de conversation tout au long de l'exposé du docteur Pierre Souvet. On y répondra, voilà, comme on peut. Ce webinaire, donc, sera enregistré, il sera disponible sur le site du CRES. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je vais vous me Si perturber. vous oubliez des choses, alors C'est ça. Non, ah mais oui, bien sûr. Oh, fermez vos micros et les caméras, voilà, si possible, pour éviter tout bruit parasite. C'est à vous, Pierre. On vous écoute avec attention. Alors, on va essayer de rendre ça un peu attractif. Oui. Voilà. Donc, un monde, une santé. Donc, vous savez que bon, il y a la santé globale, One Health, qui est au-dessus, donc qui englobe la santé des animaux, des écosystèmes. Alors, on n'aime pas trop dire santé des écosystèmes, c'est l'équilibre des écosystèmes, l'état des écosystèmes. Parce que si on stérilise tout, on peut dire que c'est une bonne santé. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et puis, au-dessus, la santé planétaire aussi, puisque, évidemment, l'état de la planète intervient. Et donc, avec d'autres alliances, on a déjà fait un congrès il y a 2 ans
qui s'appelait Une seule santé, avec Agrosupplon, l'École nationale vétérinaire. Et on a fait tout un cahier de propositions sur cet aspect une seule santé. Et je tiens à insister sur le rôle essentiel de l'éducation. Nous avons fait pour la première fois un partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille et nous avons diffusé au niveau national. Donc moi, j'ai eu plus de 300 profs pour les sensibiliser. Alors, ça paraît dérisoire au niveau national, mais c'était une première. Et après, on est allé en direct dans les classes de primaire, de collège et de lycée. Et sur alimentation, sur climat, sur biodiversité et sur les pollutions, puisque tout est lié. Et j'ai été frappé par la réaction des primaires. Un flot de questions. Alors qu'au lycée, très très peu de questions. Alors c'est toujours pareil, on a toujours l'impression que si on va poser une question bête, alors du coup le voisin, mais les primaires, ils n'ont pas ça. Ils sont hyper intéressés. Et dans les plans nationaux, où on doit faire de l'éducation à la santé depuis le premier plan national de santé et environnement, donc ça fait 20 ans, ce n'est pas encore assez développé. Et donc je rends grâce au rectorat, nous allons continuer parce que il y a eu quand même plus de 500 établissements qui se sont connectés soit à collège, primaire ou lycée. Et donc, vraiment, c'est un élément important, l'éducation de la santé. C'est le rôle du CRES. Mais vraiment, les enfants, c'est fondamental. Il faut poursuivre là-dessus. Donc, je passe à la prochaine. Et donc, voilà la définition officielle d'une seule santé. Alors, One Health, on va l'appeler une seule santé pour être français. Faite par l'OMS, l'Organisation de la santé animale, l'OIE, le programme des Nations Unies sur l'environnement et l'Organisation internationale sur l'agriculture. C'est l'interdépendance de la santé des êtres humains, des animaux sauvages, domestiqués, des végétaux, la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et du climat. Vous ne pouvez pas réfléchir un par un, tout est lié. On retombe exactement dans la sectorisation qu'on a au niveau des ministères, où, par exemple, les liens entre les ARS et les DREAL ne sont pas assez forts. Il faudrait même élargir au ministère de l'Agriculture, au ministère des Transports. Il faut vraiment une vision transversale et une communauté de réflexion, pas chacun dans son coin, le fameux fonctionnement en silo. On retrouve exactement ce qu'il faut faire. Tous discuter ensemble, ce qu'on fait, nous, avec notre alliance, par exemple. Et donc, il faut une approche intégrée qui vise donc à optimiser tout ce système. Et donc, ça impose, du coup, ça va favoriser la prévention, évidemment. Et nous, on insiste sur la territorialité. Le secteur de l'étang de Berre, où j'ai travaillé 35 ans, ce n'est pas le même que la vallée de Barcelonnette, par exemple, parce que j'adore cette vallée. Et donc, chaque territoire a ses spécificités, et donc il faut adapter, après, toutes nos réflexions au territoire. Donc, territorialité, prévention et approche intégrée. Un petit rappel, quand même, pour comprendre la définition de la santé. Bon, tout le monde la connaît, mais moi, j'allais dire, je l'ai même oublié quand je travaillais, parfois. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladies et d'infirmités, c'est aussi un bien-être physique, mental et social. L'aspect social est fondamental. En plus, les gens en difficulté sociale ont plus de mal à accéder aux messages de prévention. Et donc, les bien-être, c'est je veux dire la qualité physique, la qualité psychique et la qualité sociale. Si j'ai le Covid et que je suis tout seul dans mon lit, personne ne m'appelle, personne ne prend de mes nouvelles, je suis en mauvaise santé sociale. Et la santé, c'est ça. Ce n'est pas seulement moi traiter mon hypertension artérielle. C'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut que les professionnels de santé, les acteurs de santé aient cette vision globale. Je vous donne un exemple tout simple. Une communauté professionnelle territoriale de santé nous fait... sur son item prévention, dépistage de l'autisme à l'âge de 5 ans. Alors j'interviens, je suis invité, et je dis mais c'est formidable, il faut. Mais qu'est-ce que vous faites pendant la grossesse pour éviter les perturbateurs endocriniens qui vont favoriser l'autisme, voire les troubles métaboliques, l'obésité? Ah bon? Donc vous voyez, un exemple simple d'insuffisance de réflexion pour avoir une vision globale. Oui, on va dépister la maladie, on va faire de la recherche, on va traiter, mais aussi on va agir en amont pour qu'il y ait moins de malades. En fait, nous, on veut qu'il y ait moins de malades, c'est tout bête. L'OMS, puisque on parle donc environnement, nous dit quoi? Donc il n'y a pas d'environnement de bonne santé sans un environnement sain, et surtout les causes de mortalité dues à l'environnement sont des maladies chroniques. Vous voyez en tout petit en bas, paludisme, 250 000 décès par an, pathologie néonatale. Les premières causes de mortalité dues à l'environnement, c'est cardio, neurovasculaire et les cancers. Covid, les gens sont morts essentiellement parce qu'ils avaient des maladies chroniques associées. Donc, cet élément fondamental
de comprendre ça et donc de faire de plus de prévention, pas seulement limité aux zoonoses, bien sûr aussi aux zoonoses, bien sûr, j'allais dire la malaria et aux diarrhées, bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment un vrai enjeu de santé publique. J'aime bien parler ça surtout aux jeunes, mais aussi aux vieux, aux personnes plus âgées, sur les freins. Pourquoi c'est difficile de changer? Alors, on retrouve dans le premier mot, puisqu'on a participé, qui, à la rentrée dans les facultés de médecine, sera adressé au premier cycle des études médicales. C'est une première, grâce à Jean Sibilia, doyen de Strasbourg, qui est mandaté par la conférence des doyens de médecine. Il y aura des MOOC de sensibilisation sur la santé et l'environnement pour le donc deuxième et troisième année. Ça fera 6 heures au total, mais bon, c'est déjà bien, à peu près des MOOC d'1 quart d'heure. Et un des éléments, c'est pourquoi les freins neurocognitifs à l'action. Et ça, c'est tiré donc de HAL, la revue du CNRS, d'une sociologue, qui nous dit pourquoi on est tous sensibles. Hein, là, on fait un test aux gens qui écoutent. Oui, ça m'intéresse. Pourquoi on ne va pas agir? D'abord, il faut comprendre ce que l'environnement fait sur vous. Il faut comprendre ce qu'on fait sur l'environnement. Il faut comprendre qu'on peut agir même tout petit peu. Parce qu'évidemment, les mesures personnelles ne vont pas suffire. Hein, ça, ce serait illusoire. Mais c'est important. Et donc, il faut s'adresser au moi. Alors, je dis souvent, si vous faites quelque chose pour l'environnement, faites-le pour vous. Alors, ça paraît égoïste, mais du coup, ça va profiter autour de vous. Et puis, vous allez vouloir entrer en cohérence. C'est-à-dire que on a besoin de cohérence dans la vie. Et donc, si vous faites une bonne action, vous allez dire, je vais en faire une autre. Et vous allez continuer. Et je donne toujours le contre-exemple de ma belle-mère. J'espère qu'elle ne regardera pas. Ma belle-mère, c'est une caricature, hein, parce que à 2 magasins, un bio, un pas bio, donc on sait qu'il y a moins de risque de cancer si on mange bio, au moins 50%. Bon, tous les jours, ce n'est pas possible, mais elle va aller au pas bio à prix égal. Elle n'a pas de problème d'injustice sociale, parce qu'évidemment, on touche à ça aussi. Elle va aller au pas bio. Et j'ai dit, mais pourquoi, belle-maman, on allait au pas bio? Mais parce que je ne suis pas malade. Il faut trouver la cohérence à son action, à son inaction. Et donc, il faut faire comprendre aux gens que ça va leur faire du bien à eux. Il n'y a pas de honte à se faire du bien. J'ai un copain, pareil, il me dit « Oui, tu nous gonfles avec ton bio. » J'ai dit « D'abord, je ne mange pas sans arrêt bio. Tu m'invites au restaurant, je ne vais pas manger bio. Mais pourquoi je ne me ferais pas du bien ?» Et mes petits-enfants, mon petit-fils, j'en profite. Je suis papé, enfin. Eh bien, ça va lui faire du bien, mes enfants aussi. Et on va faire du bien autour de soi. Et on va faire du bien à la planète par l'invocation. Même si, on est d'accord, ça ne suffira pas. Donc, il faut faire comprendre ça. Et là, dans le même état d'esprit, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Il n'y a plus rien à faire, c'est cuit. Et je dis, moi, ni l'un ni l'autre, je suis déterminé. Je reste en cohérence avec ce que j'ai décidé, je suis déterminé. Je ne suis pas, je vous dis, si vous m'invitez à midi, parce que vous allez m'inviter à midi probablement, bien sûr, je vous invite à midi. Je ne vais pas faire dire oui, ça, c'est... Non, mais voilà, être déterminé. Et c'est ça qui donne la force de continuer malgré tous les obstacles qu'on rencontre. Le Lancet, qui est quand même un grand journal médical, hein, si ce n'est le plus grand, nous dit quels sont les décès les plus importants dans le monde. Eh bien, vous voyez les 2 barres en rouge et en orange. Les pollutions modernes, c'est-à-dire pollution de l'air, pollution chimique, sont devenues la première cause de mortalité dans le monde devant le tabagisme actif et passif. Alors, quand j'ai présenté ça, on m'a dit « Alors, je peux fumer ?» J'ai dit « Non, bien sûr, il ne faut pas fumer. Ce n'est pas bon du tout. » Mais c'est pour vous dire que c'est un enjeu majeur. La moitié des morts la moitié. La première cause, c'est la pollution. Donc, si on ne s'occupe pas de ça, on fait quoi? On dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger gras. Ce n'est pas suffisant. Et donc, elle nous dit aussi, la triade climat, biodiversité, pollution, c'est lié. Si vous faites du bien à l'autre, à l'un, vous allez faire du bien à l'autre. Et là, pour vous montrer un exemple qu'il faut toujours réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, là, c'est une bonne action. Soigner les vaches en Inde avec du diclofénac, un anti-inflammatoire bien connu, parce que les vaches là-bas sont sacrées, ne sont pas tuées, donc elles ont des rhumatismes. On les soigne, pas toutes, 10%. J'ai même visité des hospices pour vaches, pour vous dire. Et c'est vrai. Et donc, le problème, c'est que c'est toxique pour nos reins, le diclofénac, les anti-inflammatoires, mais aussi pour les reins des vautours, qui, en fait, comme les vaches sont laissées mortes dans la nature, c'est les vautours qui venaient les nettoyer, surtout dans le nord de l'Inde. Eh bien, donc, ce diclofénac qui était dans le muscle des vaches a tué les vautours. Et donc, les carcasses de vaches ont proliféré. Les chiens errants ont proliféré, puisqu'ils ont trouvé la nourriture. La rage a proliféré.
On a parlé de jusqu'à 30 000 morts de la rage en Inde. Donc, il a fallu traiter les gens, il a fallu les vacciner, il a fallu enlever les carcasses, un coût sanitaire et un coût économique important. Qui plus est, il y a des gens qui récupéraient les os qui étaient bien nettoyés par les vautours de ces vaches, les broyaient, faisaient du fertilisant. Ils ont perdu leur boulot. Et il y a des ethnies où le vautour était le lien avec le ciel à la mort, pendant la mort, enfin après la mort. Et ils ont perdu ce lien culturel. Donc une bonne action, traiter les vaches contre les rhumatismes, a entraîné toute une série de catastrophes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toujours, quand vous faites une action, une vision globale et de la santé, donc de toutes les santé. Une Anglaise bien connue, Mélissa Marcel, nous a fait le cadre qui lie la biodiversité à la santé humaine. Et donc, premièrement, réduire les dommages. Donc, vous verrez quelques exemples. La biodiversité apporte des médicaments. Alors, évidemment, moi, j'utilise beaucoup l'acide à l'aspirine, l'acide acétylsalicylique qui vient du sol, qui vient d'un arbre. Bon. Après, il y a les opiacés, il y a la quinine avec le quinoa, la cyclosporine avec les champignons. Enfin, ça apporte des médicaments. Ça approvisionne en nourriture et en eau. Là, on sent que ça va être compliqué avec le changement climatique et la sécheresse, enfin, les problèmes de sécheresse qu'il y aura tout autour du pourtour méditerranéen. Pour nous, ça va être très compliqué. Et bien sûr, notamment en ville, ça diminue l'exposition à la pollution, aux îlots de chaleur. Je vois encore des trottoirs noirs dans les villes. C'est l'effet albédo, ça absorbe la chaleur. J'ai dit, mais comment c'est possible qu'on fasse encore des trottoirs tout noirs? Je ne vous dis pas des fers blancs, mais au moins clair pour qu'il ne fasse pas 80 degrés quand vous marchez sur le trottoir. Ça restaure vos capacités, notamment mentales, le stress, la tension. Ça renforce vos capacités physiques. Promotion de l'activité physique, c'est très important. Vous verrez qu'on n'a pas besoin de faire un marathon tous les jours pour améliorer sa santé. Un peu d'activité physique tous les jours, c'est déjà, ça apporte quelque chose. Ça favorise la cohésion sociale. Alors je dis toujours, évidemment, si vous avez un parc et que c'est la guerre dans le parc parce qu'il y a des dealers et tout, on est bien d'accord qu'il faut sécuriser ces endroits et il ne faut pas que ce soit un lieu de conflit. Sinon, ça améliore la cohésion sociale. Et les expériences transcendantes, voilà. Alors c'est vrai que moi, quand je vois le frioul de la mer ou un bel arbre ou une abeille qui butine, eh ben, ça me transcende. Il faut qu'on ait ces expériences transcendantes. Et j'allais dire aussi l'attachement à l'identité du lieu. Alors moi qui ai travaillé 35 ans à Vitrolles, j'ai été attaché à ce lieu. Si je réfléchis maintenant, je dis mais pourquoi j'étais attaché à ce lieu? Parce qu'il y avait des gens, et il y avait ce lien social qui fait que je les aimais, quoi. Et du coup, j'y étais attaché, même si ça a été une catastrophe pendant de nombreuses années, et tout n'est pas résolu, bien évidemment. Et les dommages, évidemment, si vous avez des milliards de moustiques tigres ou un troupeau d'éléphants qui débarque dans la rue, évidemment, ça va poser des problèmes. Ça peut aussi causer des dommages. Donc, puisqu'on est en ville ici, simplement la définition de la nature, c'est ce qui n'est pas humain. L'environnement, c'est, par contre, là où l'homme est, la nature est là où l'homme est intervenu. À créer des routes, à créer des usines, à modifier l'urbanisme, à créer des zones qui n'absorbent pas l'eau, etc. Et donc, en ville, vous êtes exposé à la pollution de l'air, au stress, évidemment, au bruit. Je rappelle que le bruit, c'est un facteur de risque cardiovasculaire très important. L'Agence européenne de l'environnement nous dit qu'il y a 900 000 cas d'hypertension artérielle liés au bruit. Donc, si on ne combat pas le bruit, il y a un petit manque aussi. Le climat social, les inégalités, je crois qu'il y a 13 ans d'écart entre les pourcents les plus riches et les plus pauvres. Il faut absolument agir différemment. Et donc, vous êtes exposé à tout ça. La biodiversité, vous allez voir, va réduire en fait donc réduire les dommages de toutes ces agressions qu'on a en ville. Comme le premier item, c'était apporter des médicaments, très rapidement. Nous, on est très chimique ici, mais en fait, la majorité des pays dans le monde, ce n'est pas que chimique, il n'y a que les pays. Et donc, la médecine traditionnelle a son effet. 75% des médicaments antibactériens ou antiparasitaires proviennent de produits naturels. Et là, on voyait quelques chiffres. 30% des médicaments viennent des plantes. Et les médicaments essentiels, il y en a presque 10% à la fois qui viennent d'origine végétale ou animale. Donc, ça apporte des médicaments. Et si vous perdez de la biodiversité, eh bien, vous allez avoir une perte d'option. Ça s'appelle la valeur d'option, une perte de chance, je dirais. Puisqu'il n'y a que 5 à 15% des espèces de plantes vasculaires. C'est les plantes qui amènent la sève et l'eau.
où on Ouais. voit comme des veines ou des artères qui vont dans la plante. Mhm. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été étudiés, que 5 à 15%. Donc il y a des possibilités probables, si les PBES qui nous le dit, des coûts d'opportunité. Et voilà donc quelques exemples que je vous ai cités de molécules qui nous ont beaucoup apporté, et il y en a donc bien d'autres. Ça, c'est l'étude majeure. C'est une méta-analyse de 143 études, donc 100 observationnelles, 43 où on a essayé de faire quelque chose sur 290 millions de personnes. Celles qui en bénéficient le plus, c'est celles qui ont un faible statut socio-économique. Donc ça réduit en plus les indicateurs de santé. Voilà les résultats. Alors ça vous paraît compliqué. Regardez bien, parce que je l'ai traduit de l'anglais. Le rapport de cote, c'est le rapport de risque, hein, le hold ratio. Et donc regardez, quatrième ligne, mortalité toutes causes confondues. Sur 4 millions de personnes, l'index est à 0,69. Ça veut dire qu'il y a moins 31% de risque de mortalité en moins. Moins 31% de risque de mortalité. Et vous voyez à droite, j'ai mis hétérogénéité, parce qu'évidemment, toutes les études ne sortent pas des résultats homogènes. Donc là, une très bonne, alors c'est hétérogénéité, mais une très bonne homogénéité, moins 31% quand on est au contact de la nature. Je reviens juste en arrière. C'est donc l'exposition, le Green Space Exposure et les déterminants de santé. Un autre, diabète de type 2, au-dessus, troisième ligne, moins 28%, avec une belle homogénéité de risque de diabète de type 2. Naissance prématurée, moins 13%. Alors, il y a quand même 60 000 naissances prématurées en France. Ouais. Alors, il y a les phtalates qui jouent, hein, les produits chimiques qu'il y a dans les plastiques. Ouais. Là aussi, il faut faire une action sur la réduction des phtalates. Ça réduirait, après certaines études, de façon considérable le nombre de prématurités. Et bonne santé au dos déclaré, donc plus 12%. À côté, entre parenthèses, c'est les fourchettes, hein, entre les résultats les plus mauvais, entre guillemets, et les plus forts. Donc vous voyez que pour la mortalité, toutes causes confondues, le meilleur résultat, c'est 0,55, c'est-à-dire moins 45%. Et le plus mauvais résultat, c'est moins 13%. Moi, je n'ai pas beaucoup de médicaments capables d'avoir des résultats pareils, hein. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement du bien-être, hein, qui fait partie de la santé, c'est aussi des résultats. Et après, donc, je vous invite toute une litanie, notamment donc, la mortalité cardiovasculaire, j'y tiens en tant que cardiologue, le petit âge gestationnel, l'hypertension. Donc vous voyez qu'il y a des avantages considérables à être en contact avec une biodiversité de bon état. Ça, c'est à la fois pour montrer que le sport, c'est l'exercice, c'est important, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire énormément. C'est des gens donc, en ville qui ont une expérience de réduction du stress quand ils sont au contact de la nature. Donc, c'est 36 citadins, les petites, hein, je ne vais pas en faire un truc de niveau mondial, mais c'est petit. Et ils vont dans la nature 3 fois par semaine, au moins 10 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Le cortisol salivaire, parce que là, on a pris de la salive, l'alpha-amylase salivaire et le cortisol salivaire, qui sont des hormones de stress, hein. Donc, vous savez que le cortisol, il monte un peu quand on se réveille. Et bien là, en 1 heure, il va baisser de 20%. Donc, rien, 21% pour être précis, et de façon maximale, 18%, entre 20 et 30 minutes. Donc, 20 à 30 minutes de marche dans un espace vert. Vous verrez, dans les espaces bleus, il y a moins d'études, hein, parce qu'on dit on voit le vert, mais il y a pourquoi pas le bleu aussi, hein. Donc je dis aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller faire un marathon, c'est ce que j'ai repris tout à l'heure. Rien que ça, physiopathologiquement, vous avez une hormone de stress qui diminue et on la retrouve pareil pour l'alpha-amylase salivaire. L'activité, le type d'activité n'a pas influencé. Donc si vous voulez simplement marcher, faire un peu de trottinette, enfin une trottinette en poussant, hein, pas les trottinettes actuelles, hein, eh bien ça a un effet très positif. Ça c'est plus ancien, mais ça témoigne. C'est les gens qui étaient dans un service de rééducation cardiaque et pulmonaire. Ceux qui avaient une vue sur la nature et ceux qui n'en avaient pas. Et bien donc, c'était des coronariens et respiratoires. Et bien donc, si vous n'aviez qu'un mur devant votre fenêtre, et bien donc, la santé physique des femmes, hein, instinctivement, bêtement, j'allais dire, on pourrait penser que c'est la santé physique des femmes, et non, c'est la santé psychique, mais non, c'est la santé physique des femmes, et c'est la santé psychique des hommes qui est influencé négativement quand on a un mur en face de soi. Donc ça veut dire que dans votre bureau,
si vous n'avez pas de fenêtre, vous mettez des images de nature. Rien que ça, ça va influencer. Et si vous aviez une vue dégagée, cette fois-ci, votre santé mentale était améliorée. Donc vous voyez que rien que de voir de la nature a un effet positif. Celle-là, c'est la plus drôle de toutes, si j'ose dire. C'est des gens qui sont en dépression et qui se promènent 30 minutes. Donc c'est très bien, 30 minutes. Les recommandations de l'OMS, c'est entre 150 et 300 minutes par semaine. Hein. Donc, vous voyez, ça fait à peu près... ça peut faire que 30 minutes par jour pendant 5 jours. Hein. Mais déjà, c'est très important. S'ils vont dans la campagne, il y en aura 71% qui seront moins déprimés, moins tendus, et 90% ont une meilleure confiance en eux. Très bien. Et dans un centre commercial, il y en a, ils se sentent mieux. Ils se sentent beaucoup mieux. Il y en a 45% qui sont moins déprimés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le lien social? Est-ce parce qu'ils ont acheté? Ça, on ne sait pas dans cette étude. Par contre, il y en a 50% au contraire qui ne vont pas apprécier du tout. Donc, vous voyez que rien n'est forcément simple et uniforme, mais alors la moralité, c'est que les centres commerciaux, il faut les verdir pour que les gens aient le double avantage. Voilà. Et ça, c'était un petit peu pour vous montrer que voilà, il y a des choses amusantes, entre guillemets. Hein, bien sûr, la dépression n'est pas amusante du tout, évidemment. Les prescriptions de nature. Donc, ça vient de sortir. Vous voyez, avril 2023, sur les prescriptions sur la santé cardio-métabolique et mentale. Et donc, sur cardio-métabolique, donc baisse de la pression artérielle, hein, parce que donc, vous allez à la fois marcher un peu plus, augmentation du nombre de pas quotidiens, plus 900 pas. Donc, vous marchez un peu plus, vous êtes dans un endroit cool, votre tension diminue. Par contre, globalement, sur la semaine, vous ne ferez pas plus d'activité. Donc, ça a l'air de prendre la place d'une autre activité que vous auriez éventuellement fait. Et ce que je trouve important, c'est que les bénéfices, donc sur la tension, c'est surtout quand c'est mené par des professionnels de santé. Il y a d'ailleurs aux États-Unis, marcher, se promener avec a doc, walk with a doc. Donc, ça commence dans les CPTS à se faire, donc c'est super. Mais aussi des bénéfices sur les scores d'anxiété et de dépression par des professionnels sociaux. Il n'y a pas besoin d'être un docteur ou une infirmière pour aller faire promener les gens. Et ça ouvre des portes. Hein, c'est pas on va faire une action, les pros amènent les gens dans la nature. Non, même avec les professionnels sociaux, ça peut marcher, ça marche. Donc voilà une ouverture pour, en effet, faire un peu plus de marche aux gens et les exposer à la nature. Donc il y a 3 hypothèses pour expliquer tout ça. La biophilie, donc, c'est-à-dire qu'on aime la nature, hein, on vient de la nature. Je crois qu'on a 2 tiers de gènes pareils que les algues, hein, c'est pour vous dire. Hein. Il faut rester très humble, hein, très humble. Ça vient de la nature. Il y a même des nucléotides, donc des séquences d'ADN, qui sont liées au quotient intellectuel. Donc, de l'ADN lié au quotient intellectuel. Et suivant l'exposition à la nature, la méthylation, vous savez, le fait que ce gène va s'exprimer ou pas, va se faire. Et donc, il y a eu une étude où ce gène qui favorise donc l'amélioration du quotient intellectuel s'exprime par une méthylation quand on a un contact avec la nature. Donc, on a des gènes adaptés à la nature et à nos fonctions cognitives. Hein. Je ne vous l'ai pas mise, mais c'est pour vous dire. La biodiversité, donc, évidemment, les microbiotes, hein, il va falloir qu'on en parle, et les effets de dilution, parce que généralement, ce n'est pas toujours le systématique, mais généralement, il y a moins de pathologies quand il y a plus d'espèces. Parfois pas le cas, vous allez voir un exemple. Exemple simple pour comprendre pourquoi la perte de biodiversité peut favoriser des zoonoses. Ça, c'est un agriculteur indonésien, alors, évidemment, il ne paraît pas très indonésien. C'est Perrine qui m'a fait ça, mais c'est très joli. Ça, c'est un cochon. Il y a la forêt et il y a les chauves-souris. Les chauves-souris peuvent être porteurs du virus Nipah, très agressif, qui donne des encéphalites, et on meurt souvent. Et bien donc là, le cochon n'est pas au contact de la chauve-souris parce qu'il y a une forêt. On rase la forêt. Pardon, c'est celle d'après. On rase la forêt où on met du palmier à huile. Or, la chauve-souris adore les fruits des palmiers à huile. Et donc, va rentrer dans cette forêt où s'il n'y en a pas, le cochon va être au contact de la chauve-souris. Et la chauve-souris, en faisant pipi ou caca, transmet le virus par ça et contamine le cochon. Le cochon retourne voir son maître et contamine le maître. Et donc, vous voyez que là,
un truc simple. J'ai enlevé une biodiversité végétale, et bien donc j'ai favorisé la transmission. Il y a d'autres, évidemment, zoonoses. Alors, que j'étais avec la RS Corse il n'y a pas longtemps, il y a des bilharzioses. Donc, par exemple, c'est transmis par les vers qui sont dans un mollusque. Il y a une étude que je n'ai pas mis là, où plus il y a de biodiversité de vers, moins il y a de transmission de maladies. Donc, il n'y a eu que 2 cas de bilharziose. Mais voilà. En Aquitaine, il y a maintenant la fièvre Crimée-Congo, qui donne aussi des problèmes encéphalitiques. Là aussi, elle est transmise par les moustiques, je ne voudrais pas dire de bêtises, et donc pose problème. Donc, par exemple, le porc avec la fièvre d'Ipa, on l'a vu, le rat avec les fièvres hémorragiques. Dans le Morvan, il y a l'antavirus. Il ne marche plus celui-là ? Il ne marche plus. Il y a l'antavirus. L'antavirus, donc, extrêmement agressif. En fait, vous vous contaminez en respirant les déjections de ces rats, des campagnols. Et il y a une infestation des campagnols. Il n'y a plus de prédateurs, il n'y a pas d'autres espèces qui pourraient être cul-de-sac, c'est-à-dire que ne pas pouvoir transmettre. Et donc, par exemple, l'ANSES nous dit que si vous voyez une cabane dans la forêt, vous ne rentrez pas dans la cabane, car si des campagnols porteurs du virus, de l'antavirus, ont fait pipi, les poussières vont vous contaminer. Alors, on vous dit, vous pouvez rentrer, mais il faut arroser ou aérer avant. Donc, avec un masque, vous voyez des choses que personne ne connaît. Donc, dans nos régions, il n'y a pas encore d'antavirus, mais la fièvre Crimée-Congo est en Aquitaine. Évidemment, donc, ce qui est transmis par les moustiques, que ce soit le Culex avec le West Nile, notamment en Camargue, ou l'Albopictus, ici avec la dengue, éventuellement chikungunya, qui sont là. Donc, c'est l'effet de dilution. Voilà sur la maladie de Lyme transmise par la tique. Là aussi, il y a par exemple l'encéphalitatique qui vient de Sibérie, extrêmement importante. Les réservoirs, c'est le bétail, on va dire. Et la transmission, c'est la tique. Elle est aux frontières de la France, surtout la partie nord. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des vétérinaires de ces zones particulières, soit dans les CPTS, pour alerter plus vite, pour dire aux gens, attention, on va trouver chez le bétail l'encéphalitatique, attention aux gens qui ont des piqûres de tique. Vous pouvez penser à cette maladie, etc., etc. Et donc, plus il y a d'espèces. Là, à gauche, vous voyez donc le nombre de cas de maladie de Lyme, et en bas, le nombre d'espèces. Plus il y a d'espèces, moins il y a de transmission. Après, bien sûr, il y a les réservoirs, hein, les rongeurs, les cerfs. Si vous avez une prolifération de cerfs, vous allez avoir plus de réservoirs. Mais le vecteur, donc, dépend de ces espèces. C'est l'effet de dilution. Il y a quelques cas d'effet d'amplification. Il ne faut pas dire c'est que de l'effet de dilution, notamment la fièvre jaune, qui est donc dont le réservoir sont les singes. Plus il y avait d'espèces de singes, plus il y avait de transmission de la fièvre jaune, donc là aussi par les moustiques. Et une étude sur l'antavirus où il n'y avait pas d'effet. Alors le film de Marie-Monique Robin, là, La fabrique des pandémies, nous dit oui, là il y a un effet. Bon, en tout cas, j'ai sorti une étude où il n'y en avait pas, mais bon. Pour vous dire que rien n'est systématique, hein. On ne peut pas dire qu'il y a toujours effet de dilution. Non, dans des cas, il peut y avoir des effets d'amplification. L'approche par le microbiote. Donc, la biodiversité, ça commence à l'intérieur de nous, hein, dans nos orifices et dans nos tubes digestifs. Et donc, il est indispensable. J'aime bien 1000 milliards à 100 000 milliards de micro-organismes dans notre corps. Hein, ça fait 1000 milliards à 100 000, oui, c'est ça. C'est quand même prodigieux. Donc, la vie ne peut fonctionner que grâce à ça. Et là, j'ai lu une étude, par exemple, sur les médicaments. Donc, c'est que les antibiotiques détruisent... abîme votre microbiote, mais il y a une étude sur plus de 900 produits médicaux, dont des antidépresseurs, des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiviraux, qui, un quart, altèrent le microbiote. Donc l'ultralevure ou les probiotiques, ça ne sera peut-être pas seulement après les antibiotiques, il va falloir réfléchir à ça. Après, bon nombre de médicaments qui vont favoriser la dysbiose, et le microbiote intestinal est indispensable. Et faire de barrières aux micro-organismes pathogènes, favorise votre système immunitaire. Là, par exemple, il y avait une étude sur les asthmatiques, les enfants atopiques, pardon. Eh bien, il y avait plus d'enfants atopiques dans les zones où il y avait moins de nature autour d'eux. Donc, dans les villes, quand on veut désinfecter, d'ailleurs, on va remettre à jour notre guide ménage et on a fait un encart sur le nettoyage des cuvettes de WC. Oui, parce que les gens mettent de la javel. Hein. Bon. Vous verrez, ça va sortir que ça ne sert à rien et que c'est autrement qu'il faut faire. C'est les gens du CHU de Nice qui nous ont fait l'encart.
ça transforme nos nutriments. Il y a un lien direct avec le cerveau, hein, par les synapses, ça monte directement au tronc cérébral, les informations qu'il y a dans le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. Par exemple, pour l'autisme, il y a des perturbations du microbiote qui surviennent, une dysbiose, avant les symptômes de l'autisme. Dans la sclérose en plaques, c'est pareil, il y a perturbation du microbiote. On ne s'y intéresse pas assez. Vraiment, c'est une voie importante. Et si vous rectifiez, vous améliorez ces microbiotes, il y a eu des cas de diminution des symptômes de l'autisme. C'est pour vous dire que ça ne résoudra pas tout, mais c'est une voie. Et donc, des aspects transgénérationnels, j'aime rappeler que les enfants nés par césarienne, eh bien, il y a une étude où dans le premier biberon de l'enfant, puisqu'il n'a pas été en contact avec les sécrétions anales, vaginales de la mère, eh bien, on a mis 1/5 de sel de la maman dans le premier biberon de l'enfant. Et donc, son microbiote intestinal est revenu en une semaine comme il aurait dû être s'il était né par voie normale, sans aucun effet secondaire. Alors, après, certains mettent un peu de caca de la maman dans la bouche du petit, voilà, puisqu'il est stérile, entre guillemets, et donc il faut l'ensemencer avec toutes ces bonnes bactéries. Et donc, il est altéré tous par les antibiotiques, par les biocides aussi, les médicaments, on l'a vu, et donc là, le rôle de l'alimentation et de la diversification est fondamental. Donc, bien sûr, des prébiotiques, fruits, légumes, miel, et probiotiques. Alors, le kéfir, on aurait pu rajouter kéfir, etc. Le tofu, j'aime pas trop, mais bon, il faut bien le préparer. Et produits ultra transformés, fast-food, je ne vous cache pas que là, il y a la stratégie nationale de l'alimentation climat qui sort. Nous, franchement, on est contre les publicités pour les produits qui ne sont pas bons alimentairement. Hein. On ne voit que ça en ce moment, les voitures ou les produits alimentaires. À un moment donné, la responsabilisation individuelle, faites pas ça, c'est pas bon, ça ne suffit pas. Hein. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de faire une loi, mettez votre ceinture de sécurité. On dirait, ah oui, c'est mieux pour vous, mettez-la. Ben, t'as la moitié qui ne l'aurait pas mise. Hein. Bon, c'est un petit à part. Les antibiotiques, les biocides, c'est les mêmes façons d'agir, les biocides, que les antibiotiques. Il faut réduire notre utilisation de biocides au niveau ménager et dans les établissements, notamment les gens du CHU de Nice et hier ont fait, grâce avec l'ARS, de grosses actions pour réduire l'utilisation des biocides dans les établissements de santé. Et d'ailleurs, maintenant, ils vont tester le réensemencement par des bonnes bactéries, parce que la nature a horreur du vide. Donc, s'il n'y a pas de bonnes bactéries, c'est les mauvaises et les résistantes qui prolifèrent. Donc, réensemencer pour rééquilibrer les milieux particulièrement difficiles, comme les siphons donc, des lavabos qui posent un gros problème. Et augmenter le contact avec la nature, parce que votre microbiote, il se modifie quand vous allez au contact de la nature, il s'améliore, ça vous enrichit. Il y a un exemple assez simple que je passe juste après. La deuxième, je reviendrai à celle d'après, c'est la verdisation des cours d'école, le verdissement des cours d'école. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'en effet, les enfants ne sont pas de côté, mis à part, etc. Tout le monde participe, mais surtout, cette étude finlandaise, où en un an, il y avait plus de bactéries non pathogènes sur la peau et dans le tube digestif et sur les sols, et moins de bactéries pathogènes. Alors évidemment, le jardinier n'est pas venu avec ses pesticides et a balancé dans le jardin à l'intérieur de l'école, on est bien d'accord. Mais moi qui ai connu en fait, en effet, l'école avec le goudron, voire un arbre au milieu, c'était déjà ça, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Donc, j'allais dire biologiquement, il y a des effets. Je reviens en arrière juste pour vous dire qu'il y a un effet qui s'appelle le trouble déficitaire de la nature. C'est donc les troubles mentaux liés à l'absence de contact avec la nature, notamment pendant la grossesse et la petite enfance. Donc, on avait parlé tout à l'heure de cet ADN qui se met à marcher. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu cette étude sur l'ADN, la méthylation et le contact avec la nature. Et donc, moins d'allergies, moins d'asthme chez les enfants exposés, en fait, à l'environnement et donc fabriquent leur système immunitaire. Je ressaute. Ça, c'est des études sur des jumeaux pour montrer que l'endroit où vous êtes compte. C'est des jumeaux qui habitaient plus ou moins proches d'un espace vert, 800 mètres, 3 km, 5 km. Eh bien, chez ces jumeaux, donc on ne peut pas dire que, donc il y avait plus d'un pathogène, deux pathogènes comme Shigella et Escherichia, dans les gens qui habitaient dans l'urbanité par rapport à ceux qui étaient plus là. Alors là, il y a une étude qui a sorti les maires ruraux en disant qu'il y avait plus de mortalité dans les zones rurales, mais visiblement, c'est à cause du problème de l'accès aux soins. Parce que si vous avez un infarctus, évidemment,
Chaque minute compte. Et donc ça pose problème. Mais le contact avec la nature, c'est quand même très, très positif. Et donc, en résumé, on l'a vu avec l'effet dilution, si vous perdez la biodiversité, que ce soit végétale, animale, vous favorisez les pandémies. Donc, je vous en ai mis quelques-unes. Vivre à proximité d'un espace vert réduit la prévalence des maladies et la mortalité. Vous avez vu ce chiffre, moins 31% de risque de mortalité. C'est prodigieux. Et bien sûr, si notre microbiote est perturbé, ça va favoriser les maladies de la maternité, diabète, obésité, allergies, troubles mentaux, troubles neurologiques, comme on a vu. Donc, des éléments importants. Eh bien, je suis dans les temps. Et donc, le message, il est là. Bravo. Une vision globale. Et surtout, voilà, évidemment, il faut que la nature soit en bonne santé. Si vous allez, donc en général, instinctivement, les parcs ou à l'extérieur, c'est bien. Donc après, comment y aller? J'ai un ami qui fait par exemple un bus social, un bus culturel dans les quartiers d'Aix défavorisés. Et son camion tombe en panne, il cherche un financement pour pouvoir continuer à aller, c'était Jazz Bouffant, pour ne pas le citer, aller dans ce quartier. Et il ne trouvait pas l'argent. Et il me dit, je lui dis, mais ils n'ont qu'à aller à ta bibliothèque, à ton siège, qui est à Sainte-Trope, un quartier plus aisé. Il me dit, mais ils ne viendront pas. La barrière sociale est une barrière géographique aussi. Donc il faut arriver, c'est pour ça que le rôle des travailleurs sociaux est important pour aller leur faire connaître la nature. Voilà, c'était pour montrer que cet aspect social n'est pas toujours simple et que dans chaque décision, il faut toujours évaluer les conséquences sociales de ce que vous allez faire. L'aspect social est essentiel. Bien, écoutez, merci beaucoup, docteur Pierre Souvet. Merci à tous. Merci, bon après-midi et à la semaine prochaine.